Je remercie bien sûr l'Estive, Madame Albanaise, la directrice, et Madame Legendre CAUE d'avoir pensé à nous pour penser à notre lieu pour cette conférence. Ici, nous sommes associés aussi au syndicat des architectes de l'Ariège avec Madame, excusez-moi, je veux m'assurer de bien dire son nom, Madame Porte-Troc. Voilà. Nous allons, vous le savez bien sûr, nous allons écouter, mais nous sommes enchantés de recevoir Gilles Clément, qui était une sommité en la matière. Il va nous parler de choses qui nous intéressent au premier point à Tourtouze, GPS et paysage. Alors, tout à l'heure, je voulais dire un petit mot, aller dénigrer un peu ce GPS. Je voulais dire, ben voilà pourquoi nous, ce GPS, vous savez, il ne me tente pas tellement à Tourtouze, parce que tous ceux qui arrivent par le GPS, ils finissent soit dans un champ, soit ils nous disent que c'est impossible d'arriver. Et puis j'ai discuté avec monsieur le maire 2 fois qui m'a dit, mais moi j'ai mis le GPS, et alors j'ai découvert des paysages magnifiques, je suis passée par camarades, voilà, et c'était très beau. Donc vous avez la thèse et l'antithèse. Très bien. Juste un petit mot sur ce théâtre de plein air. Vous nous faites l'honneur d'être aussi nombreux sur les gradins. Je vous invite à y revenir, puisque nous avons une très belle programmation qui va bientôt démarrer, celui-là pour la promo. Et donc, ce petit théâtre, comment est-ce qu'il est né? Eh bien, il est né parce que, ici, il y avait le corps de logis de la résidence de l'évêque, qui est derrière vous. Résidence de l'évêque du XVIIe siècle, Bruno de Cruade, évêque de Saint-Lizier, qui était en bisbille avec les chanoines à Saint-Lizier, donc il est venu s'installer ici à Tourtouze. Et il nous a laissé ce corps de logis, qui a fini en ruine. Voilà. Et le dernier mandat, nous avons décidé de faire quelque chose pour faire vivre ces ruines. Alors bon, c'était des ronces, c'était du bois, des poutres, du béton, des murs en ruine. Et voilà ce qu'on en a fait. Voilà. Et en passant par le biais d'un pôle d'excellence rurale. Évidemment qu'avec pas mal de fonds publics et européens. Voilà, et c'est vrai que ce lieu est plébiscité. Il a été créé, bien évidemment, avec le conseil municipal qui s'était tourné vers ce lieu en disant qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut... on doit faire un lieu structurant, qu'est-ce que ça peut être? Bon. Quand on a vu la présentation des lieux, on s'est dit tout naturellement, gradin, scène, fond de scène, hein, c'est un petit théâtre à l'antique. Et nous avons fait un concours d'architectes. Et nous avons sélectionné 2 architectes qui se sont associés à B2 Architecture, qui sont ici présents ce soir. Et je les remercie d'être venus de Toulouse. Mais il ne manque pas de s'associer à nous, puisque c'est un projet qu'ils ont vécu avec grand plaisir. Et Barthélemy Dumont, architecture et paysage, c'est ce dont on peut parler ce soir, avec Gilles Clément. Barthélemy Dumont, qui regrette, il ne peut pas être là, il est à Carcassonne, et il va arriver, mais il aura du retard. Et il pourra vous en dire un peu plus sur la réflexion sur l'architecture. Mais je vais tout d'abord passer la parole à Madame Albanaise, directrice de l'Estive, à qui on doit, bien évidemment, cette soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir de vous retrouver et de vous retrouver dans ce lieu magnifique à Tourtouze. Donc je salue et je remercie très chaleureusement Madame le maire ainsi que Graham de l'association Rempart qui nous avons si bien accueillis ce soir. Je salue également Monsieur Norbert Meller, président de l'association des maires et maires de Foix. Vous savez, l'Estive, c'est la scène nationale de Foix et de l'Ariège, et donc nous sommes très heureux de votre présence, Monsieur le maire. Chers partenaires du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, un grand bonjour à tous et à tous les architectes qui sont là avec vous, Madame Agnès Legendre, Madame Julie Porte-Troc également, qui représente l'association des architectes de l'Ariège. Donc Monsieur Barthélemy Dumont nous fera le plaisir d'arriver bientôt pour nous rejoindre et participer à cette belle soirée. Et puis bien sûr, cher Gilles Clément, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation ce soir et d'être là dans ce très bel auditorium de Tourtouze. Donc
quand nous avons rencontré le CAUE, l'Association des architectes, pour mettre en place ce cycle de conférences, nous avons réfléchi aux personnalités qui nous inspiraient et le nom de Gilles Clément s'est imposé très naturellement, très rapidement. Voilà, on avait très envie de l'accueillir, donc on est vraiment heureuse pour cette première saison qu'il soit là avec nous. Nous étions en octobre au Carlabail pour une toute première rencontre sur le thème « Qu'est-ce qui fait le renouveau de certains villages, de certains quartiers, de certains paysages » avec Gilles Fumet. Et donc aujourd'hui, Gilles Clément a choisi de parler du paysage avec une entrée particulière qui est celle du GPS, mais tel qu'on le connaît, bien sûr, ce n'est qu'une entrée qui va nous emmener très loin. Donc Gilles Clément, nous lui devons beaucoup. Nous lui devons beaucoup, je lui disais tout à l'heure, à titre personnel, moi il m'a énormément éclairé et aidé à prendre conscience de beaucoup de choses. Nous lui devons un certain nombre de concepts très fondateurs comme celui de jardin planétaire, de tiers paysage ou encore de jardin en mouvement. Autant de créations sémantiques qui ouvrent notre esprit à de nouveaux possibles, qui nous mettent littéralement en mouvement pour penser autrement notre rapport à la nature, au jardin, au paysage et à nous-mêmes. Parce que oui, à travers cette réflexion sur le monde végétal, c'est toute une pensée sur l'homme en ce monde que Gilles Clément met en travail. Il nous invite à ouvrir plus grand notre regard, à nous défaire de nos habitudes et de nos prêts à penser, pour véritablement nous intéresser au vivant, à ce qui est vivant en nous et autour de nous, à ce qui nous relie tous ensemble, être vivant de tous les règnes. Il nous invite à dépasser le vieux clivage entre nature et culture et enfin à coopérer avec la nature pour le bien commun. Ingénieur horticole, paysagiste, botaniste, entomologiste et écrivain, il nous invite d'abord à enrichir notre regard par la connaissance et pour cela il enseigne beaucoup, notamment à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et maintenant de Marseille, mais aussi partout, dans de multiples lycées, lycées agricoles, un peu partout. Je vous invite aussi à écouter sa masterclass de France Culture qui est actuellement en ligne. Il est très généreux pour diffuser cet enseignement d'ailleurs et grâce à Internet, tout le monde peut y avoir accès. D'ailleurs, vous aurez aussi accès à cette conférence sur le site de l'Estive puisqu'elle sera enregistrée, donc vous pourrez la partager avec d'autres. Gilles Clément nous invite également à enrichir notre regard par l'expérience et par le contact direct avec la nature. Et pour cela, n'hésite pas à témoigner lui-même de ses expériences personnelles, notamment dans des ouvrages assez personnels comme La Vallée ou Le Salon des Berces, où il parle de son havre de verdure et de paix, Crozant, dans la Creuse. Il nous invite enfin à porter un regard poétique sur la nature et le vivant, ne traçant pas de ligne d'exclusion entre l'art et la science, entre sa sensibilité et son objet d'exploration. Il est un scientifique et un artiste, et c'est pour cela qu'il nous inspire tant. Et c'est pour cela qu'il est invité aussi par la scène nationale de l'Ariège et par nos collègues du CAUE et l'Association des architectes. Il y aura bien sûr un temps d'échange à l'issue de l'exposé de Gilles Clément, et je voudrais adresser aussi un grand merci à Manu et Kyriagé des Champs de Gaïa, donc les traiteurs qui vous régaleront ce soir, que je salue, et qui sont là donc, pour poursuivre la soirée dans un temps très convivial. Voilà, très belle soirée à tous. Je vais passer la parole à Madame Legendre du CAUE. Rassurez-vous, moi je vais faire très bref parce que je pense que tout a été déjà dit. Donc simplement vous dire qu'on est ravis donc de vous accueillir ici. Ces conférences, donc ces cycles de conférences sont vraiment le fruit d'un partenariat avec donc l'Estive, notamment l'association des architectes de l'Ariège, et ici donc Madame le maire de Tourtouze et l'association Rempart. Donc l'histoire de ce site au niveau du CAUE, elle nous tient à cœur parce qu'on l'a connu en ruine et recouvert de ronces. Et c'est un projet qu'on a accompagné dans sa phase amont, hein, c'est le rôle principal donc, du CAUE. Et l'accueil en ces murs donc, de Gilles Clément revêt pour moi une dimension tout à fait personnelle, parce que j'ai pu bénéficier de son enseignement quand j'étais à l'école du paysage,
à l'époque donc où s'achevait le projet, donc notamment du jardin Citroën à Paris, et où naissait donc le concept du jardin en mouvement, et donc où tout son enseignement nous tenait tous beaucoup à cœur. C'était observer pour comprendre, et essayer ensuite de mettre en application ce que vous avez compris, mais n'oubliez pas de réfléchir parce que jamais rien n'est abouti. Et donc c'est tout ce cheminement en fait. Donc moi je le remercie sincèrement parce que c'est des choses que j'ai cherché à mettre en application. J'essaye de mettre aussi toujours en application. Parfois avec bonheur, des fois un petit peu moins, mais bon, ce sont des choses qui sont primordiales en fait dans toutes les actions donc d'aménagement. Voilà, donc je ne ferai pas plus long puisque vous avez toutes les informations, et donc vous êtes tous là pour écouter Gilles Clément. Et donc, alors j'excuse Julie Portetroc puisqu'on ne va pas passer les unes après les autres. Donc Julie Portetroc, c'est la présidente de l'association des architectes d'Ariège, et on est donc la mairie de Tourtous, l'Estive, le CAUE et cette association donc en partenariat pour la réalisation de ces conférences. Merci encore pour votre présence, et donc bienvenue à Monsieur Clément. Je suis très heureux d'être ici et de découvrir ce lieu que je n'imaginais pas. Je vais jamais. Alors oui, je ne vais pas dans les endroits que je ne connais pas. Je ne vais pas aller regarder ce que je dois voir. Je veux le découvrir sans l'avoir vu, le découvrir pour la première fois. Donc je ne suis pas allé sur Internet pour savoir comment était ce site. Et je suis très heureux de le découvrir parce que je l'apprécie beaucoup. Et notamment la combinaison qu'il y a avec l'ancien donjon, avec ce fond d'architecture, mais aussi le paysage alentour. C'est très bien. Je trouve que ça va très bien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette proposition GPS et paysage ? C'est parce que ça pose des questions. Je vais venir assez vite, après avoir abordé ce thème, à quelque chose qui est la question même du vivant et le jardin. Et nous humains et jardiniers, nous appartenons à ce vivant complexe, n'est-ce pas ? C'est parce que je me pose des questions, non pas tellement sur l'usage du GPS. On peut dire, oui, il a une utilité. Madame le maire avait tout à fait bien expliqué que oui, on peut s'en servir, et quelquefois, le pour et le contre, se planter, arriver dans un endroit qui n'est pas du tout celui qu'on voudrait, et au contraire, découvrir des merveilles. Mais c'est parce que je pense qu'en utilisant une machine comme celle-ci, on suit une flèche. On obéit. On va là où l'on vous dit, d'aller. Pas du tout. C'est pas vous qui décidez du tout. C'est pas vous qui prenez le risque de vous perdre éventuellement. Vous êtes téléguidé. Vous pouvez aussi vous perdre parce que vous êtes téléguidé. C'est même très souvent ce qui arrive. Et c'est pour ça que ça m'a immédiatement posé des questions. Quand un jour, partant de la maison où j'habite, la vallée dans la Creuse, des gens qui étaient venus pour me retrouver à Melle, là où il y a le jardin d'Orty, je crois que ça a été évoqué, je ne me souviens plus tout à l'heure, et moi je connais la route. Donc j'avais dit aux gens avec qui nous devions nous retrouver, écoutez, on pourrait, je vais vous montrer sur la carte. Ah non, on a le GPS. Ils n'ont pas voulu jamais regarder ou écouter ou avoir le tracé, je ne sais pas, même simplement de... Ça c'est un autre GPS auditif qui n'est pas inintéressant. Et bon, et nous sommes partis en même temps. Je suis arrivé 1h30 avant eux. Pourtant, je n'ai pas fait d'excès de vitesse, enfin ce jour-là. Ça dépend des moments. Et là, je n'ai pas compris pourquoi. Mais parce que le GPS les avait fait passer par Angoulême, par je ne sais pas où, par des endroits où il faut payer parce qu'il y a un péage. C'était très, très énervant. Mais ils avaient obéi. Bon. Et il y a eu plein d'exemples comme ça. Plein. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se laisse avoir par le robot. On est soi-même donc robotisé et obéissant. Mais on ne regarde pas le paysage. On l'abandonne. On n'a plus les repères, on n'a plus l'obligation de mémoriser. On perd la mémoire visuelle. Moi qui suis paysagiste, c'est un vrai problème.
On est juste dans l'obéissance. Bon. Puis il y a eu plein d'autres exemples comme ça, et avec le confinement plus récemment. Mais j'en ai eu même à Cherbourg. Hein. Je devais aller à Portsmouth, où je ne sais plus ce que je devais faire, bon, prendre le bateau, quoi. Et pour aller en Angleterre de l'autre côté, il y avait d'autres gens à côté de moi qui avaient mis sur la destination, hein, sur le GPS, et ça leur faisait passer par Calais. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'était plus facile de prendre le bateau quand même. Enfin bon. Bref. Et là, récemment, moi j'habite le long d'un chemin de randonnée. Mon masque s'envole. C'est bien comme ça. Et je vois arriver, c'est très intéressant hein, comme histoire, micro-histoire, c'est minuscule, mais bon. Je vois arriver des voitures et même des camping-cars énormes qui se plantent dans ce chemin qui n'est pas du tout fait, qui n'est plus du tout fait pour accueillir des véhicules. Autrefois, il y avait des voitures à cheval qui venaient là, c'était un chemin. Et je pense qu'un chemin, disons, important, hein, pour aller d'un point à l'autre, ça s'appelait le chemin des croix, enfin bon, peu importe, mais je pense que les gens qui se sont mis à donner des ordres au GPS lui-même pour une cartographie locale ont dû prendre, je ne sais pas, des cartes qui datent de Napoléon, je ne sais pas, un truc qui est complètement dépassé, qui n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de route à cet endroit. Il faut aller les sortir, ces gens-là, avec des tracteurs. C'est compliqué, quoi. Et pourquoi ils n'ont pas regardé où ils mettaient les roues ? Si c'était, je veux dire, ah ben non, je ne peux pas y aller. Si, non, le GPS a dit, donc ils y vont, quoi. Mais c'est quoi ce truc ? Et ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que ça veut dire qu'on est dans cette situation de donner une confiance à quelque chose qui est certes assez fantastique d'un point de vue technologique, mais qui est le résultat d'une illusion de la maîtrise globalement. On pense qu'on maîtrise parce qu'on a cette technologie qui a été mise au point, c'est vrai, qui est complexe, quoi. Mais on lui obéit en même temps, même si elle est idiote. Là, il y a un truc qui ne va pas. C'est juste ça, parce qu'il y a des moments où ça peut servir. Alors, je crois que quelqu'un l'évoquait tout à l'heure, avant qu'on commence ça. Ça peut servir, justement, dans une ville, d'ailleurs. Et encore, c'est pas sûr, hein, parce que les taxis qui se plantent avec leur GPS, ça arrive aussi. J'en ai eu. Bon, enfin, bref. Je trouve plus important de se perdre vraiment. C'est-à-dire d'aller d'un point à l'autre par le désir. Quelquefois, on peut pas, on n'a pas le temps, on fait des courses, il faut être rapide et efficace. Mais à d'autres moments, on pourrait très bien se passer on n'est pas dans la précipitation, on sait à peu près où on veut aller, bon, mais on est attiré par quelque chose dans le paysage. Ça s'appelle le cheminement par incitation. Et de ce point qui nous a attirés, on va en voir un autre un peu plus loin et on va y aller pour voir qu'est-ce que c'est. Et là, on voyage vraiment. Et on est surpris de lieu en lieu. Et on découvre ce paysage et on le mémorise. Parce qu'on est ému. On ne peut pas l'oublier. C'est pas possible. Après, on peut se perdre. Ça, c'est une chose qui est possible, mais c'est pas dangereux. On ne va pas aller se jeter dans un précipice, ce qui est une possibilité, par contre, quand on suit le GPS. Bon. Donc, je me sers des deux, mais pas vraiment de GPS. Je fais semblant, hein, mais j'essaye de ne pas m'en servir vraiment, parce que j'y arrive pas, ça m'énerve. Mais je me sers plutôt de quelque chose qui est, comme je le disais à propos de ce lieu ici, ne pas savoir avant comment est ce lieu, parce que je veux être surpris par son existence, son caractère, sa lumière, son dessin, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important. J'ai beaucoup voyagé. Pour moi, le voyage a quelque chose de fondamental parce que ça permet de savoir où on habite quand on revient. On a des points de comparaison et on peut comprendre. Je me suis déplacé dans plein d'endroits et j'ai toujours acheté les guides des lieux où j'allais après, au retour. Parce que si on l'achète avant, eh bien dans le guide, on va vous dire, voilà ce qu'il faut aller voir. C'est ça. Mais pourquoi ? Moi, quand j'arrive dans un pays que je ne connais pas, je veux juste être surpris par ce que je vois. Donc il ne faut pas qu'on me dise, voilà ce que vous devez voir, vous.
Et ça, c'est pas possible. Je souffrirais énormément d'être dans le bateau des, vous savez, des touristes qui traversent le monde, là, de ces grands. Là, ils sont dans l'obligation de. Enfin, c'est une horreur pour moi. Mais même une randonnée est compliquée, de mon point de vue. Parce qu'on va d'un point A à un point B en groupe, il faut arriver à l'heure pour le repas, la coucher, etc. On ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a une mouche, un insecte, un machin, et qu'il faudrait prendre une photo ou l'observer tout simplement. Ça prend du temps parfois d'observer comment fonctionne, je ne sais pas, un bourdon, peu importe. Si en plus on tombe sur un animal rare, une salamandre ou un chose, on est scotché, enfin moi, je le suis. Donc je peux pas faire une randonnée. Je souffre énormément de ça. Bon, voilà pourquoi cette question paysage, mais qui touche notre comportement et en général la diversité et le vivant, voilà pourquoi j'avais choisi ce thème. Alors j'ai fait un petit plan quand même. Vous que je prenne mes lunettes. C'est du papier, un bout de papier, sur lequel j'ai écrit GPS et paysage. Pourquoi? C'est le point numéro 1, je viens de vous le dire. La robotisation, qu'on essaie d'éviter, mais qui va aussi avec beaucoup d'autres choses comme les normes, les assurances et le renvoi de la responsabilité, l'abandon, on les place ailleurs. Hein. C'est les gens qui ont justement... qui sont suivis le GPS, qui sont responsables et non pas ceux qui ont, je ne sais pas, vous voyez, c'est le renvoi de la responsabilité. C'est quelque chose de très énervant aussi. Et le cheminement par incitation, le numéro 2, je vous l'ai dit, je vous ai parlé, je vous ai dit de quoi il s'agit là-dessus. Et c'est ce que je propose dans un lieu qui est par exemple un lieu qu'on ne connaît pas, et où je dois enseigner, parce que j'ai 30 étudiants, et je vais leur dire, voilà, on arrive ici, on est à Tourtouze, mais ça s'appelle comme ça, mais vous verrez après comment c'est. Vous allez vous mettre en situation de vous poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'habitais là, par exemple? Quel est votre rêve? Vous n'intégrez pas du tout, immédiatement, les données objectives. Car si vous le faites, vous serez probablement obéissant là aussi et tributaire d'un aspect formaliste, fonctionnaliste ou historiciste, enfin peu importe, quelque chose qui effectivement marque le lieu d'accord. Mais enfin, quelle est votre émotion d'abord? Et à partir de là, vous rêvez. Et c'est le rêve qui va être le projet. Si vous êtes dans quelque chose qui est une réponse aux normes, vous allez esquisser un projet qui va être déjà formulé dans les têtes de ceux qui sont les commanditaires. On attend de vous quelque chose qui n'est pas dit. Donc il faut que d'abord, il y ait la question émotionnelle du paysage. Le paysage, j'en donne la définition là, c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Ici, il y a un paysage. Bon, il n'est pas construit avec beaucoup de végétaux, mais il y a du vivant, hein, vous êtes là. Hein. Donc c'est un paysage. Pour les non-voyants, c'est ce qui est sous l'étendue de tous les autres sens. On le perçoit. Il y a un paysage sonore en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, il y a quelqu'un qui fait passe le fil, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Mais enfin, on se dit que, bon, il existe. Et les oiseaux, il y a tout. Il y a le paysage du toucher, de l'odeur, évidemment, bien sûr. Il y a tous les sens. Donc, c'est quelque chose d'émotionnel et de personnel. Et devant un paysage unique, 30 étudiants, j'ai 30 réponses obligatoirement qui sont toutes différentes parce que la sensibilité de chacun est différente. Et quelquefois, la charge culturelle joue aussi un rôle pour la lecture, mais même l'expression de la sensibilité. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'ailleurs là. Je me perds, hein. C'est bien. Je reprends ma liste. Donc oui, se perdre, enfin se laisser avoir par la sensibilité, l'interpréter, se proposer de faire une esquisse, un projet ou simplement continuer à pérégriner, c'est le voyage, c'est la promenade et pourquoi pas, on n'est pas tous obligés de faire des projets. Et là, ça concerne donc notre rapport global à quelque chose qui est un paysage à toute échelle. Dans un deuxième temps,
Alors, je vous dis tout de suite que vous pouvez, après tout ça, poser toutes les questions que vous voulez. Je vais être assez rapide dans l'exposé pour qu'on puisse éventuellement discuter si vous le désirez. C'est plutôt la question même du jardin que j'aborde, donc plus précisément et une autre échelle. Si on est dans quelque chose qui donne à l'émotion et au vivant, dans sa diversité, un privilège. À ce moment-là, et c'est la particularité de notre métier, nous devons tenir compte de quelque chose qui est en permanente transformation. Ont été évoqués les trois principaux concepts que j'ai développés, le jardin en mouvement, le tiers paysage et le jardin planétaire tout à l'heure. Si vous voulez, je pourrais les redéfinir, si vous le désirez. Mais enfin, le jardin en mouvement qui arrive tout au début, il vient du fait que, dans un lieu quel qu'il soit, ce que l'on voit au moment où on y va est quelque chose qui est totalement éphémère. C'est à ce moment-là qu'on le voit. Mais on revient quelque temps plus tard, c'est différent. Et le jardinier, il le sait, ça. Il sait que tous les matins, il découvre quelque chose qu'il n'avait pas prévu, qui s'est passé pendant la nuit, et qu'il va falloir qu'il l'interprète. C'est pas quelque chose de tout à fait classique dans d'autres métiers. Les métiers de l'architecture, je pense que quelque chose qui est construit, fini, va pas bouger ou se transformer à toute vitesse comme ça d'un instant à l'autre. Mais le paysagiste travaille avec un ensemble qui est vivant. Lorsqu'il fait la réception du chantier, le jardin, on sait qu'il commence, on ne sait jamais quand il finit. Jamais. Quand un bâtiment fait l'objet de la réception du chantier, a priori, il est terminé. Bien sûr, il se transformera sans doute un tout petit peu dans le temps. Il y a la rouille, il y a la fatigue, il y a l'usure, il y a un certain nombre de choses. Mais ça n'a rien à voir avec l'invention du vivant. On est donc face perpétuellement à quelque chose qui est imprévisible. Et là, je pense que le jardinier joue un rôle extrêmement important dans le temps. C'est lui qui doit décider de ce qu'il faut faire comme entrer en dialogue avec les espèces en présence, prendre la décision de dire ce qu'il garde et ce qu'il enlève, mais il faut qu'il les connaisse. Il faut qu'il connaisse à chaque fois le comportement de chacune de ces espèces et qu'il puisse se dire oui, finalement, je garde la taupe. Moi, j'ai pas appris ça, hein, j'ai appris à la tuer, hein, ce qu'on nous disait, avec de la taupicine qui est un poison extrêmement violent. Ça n'existe plus, c'est interdit aujourd'hui, hein, c'est de la strychnine. Ben oui, je la garde. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle fait un petit labour, et que sur ce petit labour, j'ai vu arriver plein d'espèces que je n'avais pas vues ailleurs, parce qu'il y a la levée de la dormance de graines qui profitent de cet endroit-là, dans un lieu qui n'a pas été stérilisé. Aujourd'hui, les terres labourées, vous ne voyez plus rien arriver, parce qu'elles sont mortes, ces terres agricoles, hein, dans une gestion agricole, disons, dite conventionnelle. On se demande pourquoi on utilise ce mot, mais enfin bon. Mais si par hasard vous êtes dans un sol qui n'est pas mort, vous allez voir des espèces que vous n'avez jamais vues sur les anciennes taupinières. Quelques mois après, ou l'année d'après, elle a un petit labour. Arrivent des opportunistes, mais qui sont surtout issus de ces plantes à cycle très court qui ont besoin de... Donc vous protégez la taupe tout à coup. Mais ça, on ne nous l'a pas appris. On nous a appris tout le contraire, mais vous décidez de le faire. Pourquoi? Parce que vous avez le temps d'observer. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Lorsque j'ai eu mon jardin, je ne pouvais pas faire cette expérience et prendre mes clients pour cobayes. À l'époque, j'avais des clients privés. Bon, c'était pas facile. Si en plus je rajoutais la taupe, ça n'allait pas du tout, là. Mais j'ai quand même réussi l'année dernière, non, en 2019, ça va vite, à faire un jardin de taupe. Enfin... Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Mais disons, c'était pour Lausanne Jardin 2019. Il y avait manifestation Lausanne Jardin, vous savez, c'est plutôt des manifestations artistiques et éphémères. Et j'avais dit non, je veux pas m'occuper de ça, ça m'intéresse pas. Le jardin pour moi, ça n'est pas éphémère justement. Puis ils ont insisté. Il y avait une exposition sur mon travail dans la ville à ce moment-là. Donc bon. Puis ils m'ont dit le thème c'est le sol. Je dis alors là, moi, je vous fais un jardin de taupe. Il y a eu un blanc. Puis ils m'ont dit, oui, écoutez, on en a déjà. Bon, d'accord, bon. Puis ils ont insisté encore.
Et finalement, je leur ai dit, bon d'accord, je vous fais un cadran solaire pour taupe. Là, pas de problème. Là, ils ont dit oui, parce que la montre suisse et tout. Bon. Mais c'était pas vraiment pour les taupes, hein, c'était pour nous, les cadrans solaires. Et j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi ça ? Je leur ai donc expliqué les raisons pour lesquelles il y avait un côté positif, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, avec une diversité qui apparaît, qu'on appelait autrefois les messicoles, hein, qui poussaient dans les moissons, et qui étaient des niels, des nigelles, des bleuets, des trucs qu'on voit pratiquement plus, des vrais bleuets aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en avez, mais c'est rare. Hein. Bon, et je leur explique quand je travaillais à l'époque où j'avais des clients privés, et où je n'avais pas encore pris la décision de vivre autrement avec une méthode de gestion de jardinier qui vient à l'issue d'une observation et non pas en obéissance. J'arrive chez un client. Vous savez, on tuait strychnine, hein, je vous ai dit. Hein, bon, ça tuait aussi des chiens, des belles-mères et tout, mais fait bon. Et puis lui, il avait ouvert au rez-de-chaussée sa fenêtre, il était dans la cuisine, et il avait son fusil. Et il me dit, oui, mais elle arrive à 7h le matin, à midi, à 5h l'après-midi. Il était très énervé, un peu fou. Hein. Et puis, effectivement, et il avait raison. À peu près à midi, arrive la petite taupinière, ça pousse, tac, il tire. Il tire depuis l'intérieur de la pièce. Heureusement, la fenêtre était ouverte, bon d'accord. Enfin, je vous dis pas, j'ai encore le bruit dans l'oreille, et je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas jardiner comme ça. Et ça a été assez décisif parce que ça procède d'une névrose. C'est un modèle culturel. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire du gazon pour du golf là où de toute façon on n'en fait pas ? Enfin, parce que c'est juste une idée comme ça. Hein. Je ne parle pas du golf parce que c'est trop énervant. Mais en gros, c'est un modèle culturel qui n'a aucune raison d'exister dans beaucoup de raisons de régions dans le monde. Hein. Et donc j'ai gardé le souvenir de l'horaire. Et c'est comme ça que j'ai réalisé un grand cadran solaire, très laid d'ailleurs, mais enfin bon, sur un talus en Suisse. Ils l'ont fait, hein, c'est tout à fait bien, pour dire avec des gros rochers que je allais choisir dans une carrière, à quelle heure c'était symboliquement, parce que la taupe n'était pas là, hein, elle n'avait pas du tout envie de vivre dans ce talus. Mais bon, peut-être qu'un jour, il y en aura. En tout cas, c'est juste quelque chose qui renvoie à comment pouvons-nous vivre avec toute une diversité contre laquelle nous avons lutté au point de tuer pratiquement tout. Et on continue de le faire. Là, c'est plus tellement nous, jardiniers, c'est l'industrie, disons, l'exploitation industrielle du territoire, y compris le territoire agricole. Donc, plan de gestion pour un jardin, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas dire... Parce qu'on nous impose des plans de gestion. Il y a des gens qui savent ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, parce que c'est imposé. Vous jetez ça à la poubelle directe. Ça ne veut rien dire du tout. C'est vu par des technocrates qui ont imaginé que c'est comme ça que ça allait se passer. Ils ont coché des cases sur un papier et il faudrait répéter les gestes à telle époque. Mais c'est faux. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Qui savait qu'il y aurait le Covid qui allait faire le tour du monde ? On ne sait pas. Et tout est comme ça, tout le temps. Il faut se réajuster chaque fois en se disant comment je vais faire. Je vais faire en essayant de comprendre la situation, mais pas avant. Cette attitude correspond à quelque chose qui est l'espace d'indécision. Dans le manifeste du tiers-paysage, qui est un petit livre, il y a un moment une phrase qui dit l'indécision devrait être portée à la hauteur de la décision, à la même hauteur politique que la décision. Et il se trouve, il y a des années de ça, maintenant ça fait plus d'une quinzaine d'années, que quelqu'un qui l'avait lu en Italie m'a demandé de faire un atelier qui s'appelle Spazio di Indecisione, donc espace d'indécision, et nous avons fait ça pendant des années avec des étudiants. Donc on va sur le terrain, on ne décide rien avant, de toute façon, le dessin se fera à partir de ce qui est repéré sur le terrain lui-même. Et la décision se prend en dernier moment. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement bouleversé, évidemment, les manières de procéder et de mettre au point le projet. Mais le jardin en mouvement avait commencé comme ça aussi, a joué un rôle aussi dans ce sens, puisque la forme, c'est-à-dire ce qui normalement est dessiné sur une table à dessin ou sur un écran,
n'arrive pas à partir de ces outils-là, mais à partir des outils du jardinage. On peut intervenir avec une faucheuse, enfin, c'est pas joli comme mot ça, mais disons avec une faux. C'est très intéressant de travailler avec la faux. On est en train de remettre ça en chantier avec des Roumains qui savent très bien faucher, ou avec des outils plus petits, ou des outils à moteur. Évidemment qu'une tondeuse peut jouer ce rôle aussi. Notamment dans la strate herbacée, c'est plus facile. La diversité est présente beaucoup plus chez nous, dans nos climats, dans la strate herbacée que dans la strate arborescente. Sous les tropiques, il faudrait revoir la chose autrement. Mais là, on peut faire quelque chose qui est une résolution esthétique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en rapport avec la construction dans l'espace, avec la forme, avec l'architecture, mais en ayant bien la conscience que c'est complètement éphémère et que c'est en rapport dans le temps et pour son changement avec le cycle même des plantes. Donc les types biologiques, c'est-à-dire les 5 types biologiques qui sont les comportements des végétaux, sont très importants. Moi, j'essaie de les enseigner aux étudiants qui travaillent avec moi. Et les plantes à cycle court, les plus courtes, ce sont les annuelles, annuelles et bisannuelles, ce qu'on appelle les thérophytes. Et les plus pérennes, ce sont forcément les arbres, les ligneux, les plantes qu'on appelle les chamaéphytes, c'est-à-dire qui se voient, qui sont très grandes, géantes et tout. Mais il y en a des très mystérieuses. Les géophytes, ça se cache, c'est des bulbes. C'est sous terre. Vous voyez, imaginez, pour se préserver des chocs thermiques ou du froid, les géophytes ont beaucoup de puissance. Mais le plus étonnant, pour moi, restent les annuelles, les plantes à cycle extrêmement court. Parce que ce sont des espèces qui peuvent dormir extrêmement longtemps sans qu'il se passe quoi que ce soit. Elles continuent de vivre. Et quand apparaissent les conditions climatiques qui leur donnent la capacité de croître, elles poussent. Et on est très très surpris de ça. Moi, quand j'ai fait le jardin du domaine du Rayol, où je retourne régulièrement, qui est dans le Midi, et où la question du feu joue un rôle important, j'ai appris qu'on ne pouvait pas se passer du feu pour pérenniser l'espèce. Toutes les pyrophytes font des graines qui ne vont relever, qui ne vont germer, qu'à partir du moment où elles auront un choc thermique qui sera donné par le feu, et certaines, c'est un choc chimique. Mais en attendant, elles dorment. Quand, comment s'appelle le parc américain Yellowstone. Quand Yellowstone a brûlé, ça a été un dégât terrible. Ça fait quoi, une vingtaine d'années, cette histoire-là? Ils ont vu arriver une plante, donc ils étaient persuadés qu'elle était fossile. Ils l'avaient repérée et classée comme étant fossile. Non, elle dormait. Ça fait je ne sais pas combien de temps, mais elle dormait. Voilà. Donc ça me paraît être, par rapport aux questions du changement climatique dans lesquelles on est maintenant, extrêmement important. Il faudrait que nous puissions nous intéresser un peu plus aux capacités de résistance à tous les aléas, et notamment à ceux qui sont les changements climatiques, rapides, courts, brefs ou violents. On n'est pas capable de tirer des conclusions faciles là-dessus parce qu'on manque un peu d'expérience. Mais pour ces raisons-là, j'ai fait la proposition qu'il y ait des jardins expérimentaux aux salines d'Arquesnan. Vous savez, les salines, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était les anciennes salines créées par Claude Nicolas Ledoux, c'est en Franche-Comté, c'est pas loin d'entre Besançon et Dole. À cet endroit-là, il y avait qu'un demi-cercle de réalisé dans son rêve, et nous faisons le cercle complémentaire. Ça s'appelle le cercle immense, et là-dedans, il y a dans les rayons de ça des petits jardins expérimentaux qui sont livrés aux étudiants, aux lycéens, aux jeunes paysagistes, à ceux qui sortent et qui vont essayer ça commence cette année, de faire ces expériences-là. Et ces expériences, alors je le disais tout à l'heure à quelqu'un, je racontais, mais je me répète, j'ai appelé, puisqu'on m'a appelé, le projet, on l'a gagné avec des anciens élèves à moi, et là, il y a eu un appel à projet pour les jeunes qui vont travailler dans ce contexte. Et j'ai appelé ça les jardins des oursons métis. Je vous explique pourquoi. L'expression ourson métis vient de Baptiste Morisot, qui, lui, a fait un livre sur les loups, a travaillé sur les ours et sur plein d'autres choses. Et dans un de ses observations, c'est à la fois un philosophe et un naturaliste, il a bien constaté, comme d'autres, que les grizzlies
les ours grizzly et les polaires se sont rencontrés. Ça, c'est dans les conséquences du réchauffement climatique. Et ils ont souffert pour arriver à se rencontrer, mais ils étaient dans l'obligation de ça à cause de ce réchauffement. Ils sont fertiles entre eux, ce qui est quand même étonnant, parce qu'ils ont été séparés pendant des siècles. Hein. Ils auraient pu avoir une spéciation par isolement géographique et ne plus être fertiles entre eux, ils le sont. Ça fait des bébés. Eux, ils sont traumatisés, les parents. Les petits, ils naissent dans le contexte. Ils n'en ont rien à faire de tout ça. C'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Ça s'appelle les oursons métis. Je trouvais ça très intéressant parce que ça donne un côté optimiste, hein, quelque chose qui est un futur proche. On a besoin de ça. La plupart du temps, on nous dit plutôt que des catastrophes. Hein, le changement, oui, le climat change, ça ne fait pas de doute. Mais il peut y avoir aussi, et c'est ça le mécanisme même du transformisme typiquement lamarckien, il peut y avoir des réinterprétations, mais des transformations profondes. C'est qu'un être qui naît, au courant de sa vie, ça change, il peut transmettre à la descendance quelque chose c'est ça le transformisme lamarckien, qui a été acquis pendant la durée de sa vie. Et à partir de ce moment-là, on est dans le mécanisme de l'évolution, on peut très bien aller dans plusieurs directions très positives. Je dis ça parce que, aussi, la question même de l'évolution n'est jamais évoquée sous cet angle. C'est plutôt darwinien, qui existe aussi. Le choc darwinien, il existe aussi, on est bien d'accord. Sauf qu'il n'est pas du tout, il n'a pas la même durée dans le temps. C'est choc, ça s'en va. Il y a ceux qui ne sont pas capables, on ne s'en occupe plus, hein, ils ne sont pas bons. Hein. Et puis il y a ceux qui résistent, ils sont là, et c'est ceux-là qu'on continue de considérer. C'est typiquement le modèle économique de la performance, de la compétitivité, enfin tout ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas la vie. C'est pas la vie. La vie, c'est aussi une réinvention permanente. Donc je trouve ça beaucoup plus important parce que c'est plus positif et on est en plein dans ce chantier-là. Bon, attendez, je vais arrêter bientôt parce que sinon ça va être trop long. Juste vous dire pour finir qu'il existe quelques écoles du jardin planétaire. Ça s'appelle comme ça. Alors jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin. Ça veut dire que nous sommes tous, si on dit ça, nous sommes tous jardiniers. Même si on ne le sait pas, plus ou moins bon, ça c'est autre chose. Et pourquoi c'est une réalité ? C'est parce que nous vivons tous dans cette petite épaisseur de la biosphère et nous sommes tous vraiment concernés de façon égale, par l'air, par l'eau, par le Covid, tous de la même façon. C'est le partage absolu. La condition de l'eau est fatale. Je veux dire, cette biosphère, c'est de l'eau. C'est de l'eau totale. Hein. C'est depuis la profondeur des océans jusqu'au sommet des troposphères. On n'a pas beaucoup d'épaisseur. On a 8, 10 000, 11 000 mètres en dessous, 8 en dessous. Au-dessus, 8 en dessous, voilà. Et même si vous ne le voyez pas, il y a de l'eau dans l'air ici. On a de l'eau dans le corps. On boit de l'eau qui a déjà été bue par des plantes, des animaux et des humains. Je répète, et des humains. Ça, parce que ça fait bizarre quand on l'entend pour la première fois. Il paraît même plusieurs fois. Vous imaginez ça quand vous avez le verre d'eau. Vous dites, ah bon, ben oui. Sauf qu'elle est buvable encore. Comment fait-on pour continuer pour faire qu'elle soit encore buvable dans le futur ? Ça, c'est crucial, complètement crucial. Donc, Jardin planétaire, on est là-dedans. Il y a quelques écoles qui se sont mises en place. Alors, je suis un peu le parrain de ces 3 écoles qui existent aujourd'hui. La première, elle est née dans l'Essonne, suite à une proposition que je faisais, pas dans l'Essonne, mais enfin bon, sur la reconnaissance de la diversité en ville, pour qu'on puisse savoir comment faire et pas faire n'importe quoi et tuer tout. Et finalement, ça s'est transformé. J'arrive. C'est bien, hein ? Compte. C'est bon ? Je vais arrêter. Transformé en école du jardin planétaire. Je trouvais ça un petit peu prétentieux, mais enfin bon, on l'a fait quand même. Et il y en a une autre qui s'est fondée à l'île de la Réunion et qui a beaucoup de succès. Ils sont obligés de renouer, refaire 2 fois les mêmes prestations. Et une troisième qui est diplômante, assez bizarrement, à Limoges. Alors, ce sont des lieux où il y a à la fois un enseignement, il y a des conférences, il y a des visites, il y a des actions sur le terrain.
notamment dans les 2 premières. Et ça, c'est très important parce qu'on ne met pas d'un côté le côté, disons, spirituel, intellectuel, intelligent, scientifique et tout, et de l'autre, la pratique, le jardin. Non. Un jardinier, c'est un savant. C'est un savant et un artiste. Ça n'est pas un technicien de surface. C'est quelqu'un qu'on devrait mieux payer, hein, franchement. Il y a un truc qui ne va pas, là. Les souffleuses, machin, bon d'accord, tout le monde peut le faire. Mais c'est pas un jardinier, ça. Les vrais jardiniers doivent pouvoir reconnaître une plante. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Quand ils voient la chenille du thyrien jacobé, ils disent « Ah bah oui, ça va donner un papillon rouge qu'on appelle la goutte de sang. Et puis l'oiseau, il ne viendra pas la manger parce qu'elle est rayée noir sur jaune, ça veut dire je suis poison. » C'est très important. Qui enseigne ça aujourd'hui ? C'est juste ce à quoi servent les écoles du jardin planétaire. Vous voyez, c'est à la fois comprendre et agir seulement là où on pense qu'il peut y avoir une action positive. Voilà, donc c'est ce que je voulais terminer là-dessus. Dans cette histoire-là, que nous sommes tous dans la même lessiveuse, hein, ça tourne, hein, vous voyez, on est dans l'eau, on ne le voit pas, l'eau, on nage, hein, on a de l'eau partout dedans, on ne pourrait pas vivre, la vie n'existe pas sans ça. Tout bouge absolument tout le temps dans ce grand bassin qui est la biosphère, et tout s'échange, et les plantes et les animaux voyagent, et il n'y a pas de frontières. Le mot n'existe même pas, hein, sauf peut-être quelques limites qui sont celles des biomes, c'est-à-dire des limites de vie dans des climats déterminés. Les plantes et les animaux, surtout les plantes, d'un climat déterminé, ont du mal à vivre dans un climat qui serait différent. Là, ça demande une adaptation très très longue et compliquée. Mais quelquefois, ça ne marche pas, quoi. Donc, dans un même biome, il y a le biome méditerranéen, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, il existe dans le Chili central, dans l'Afrique du Sud, en Australie du Sud, et bien sûr dans notre pays méditerranéen, dans notre zone à nous. Toutes les plantes qui sont dans ces zones climatiques peuvent aller vivre dans des zones. Et le feront, que nous soyons là ou pas. Nous accélérons quelque chose qui est le brassage planétaire, c'est-à-dire le voyage et l'installation des espèces qui viennent d'ailleurs. Lesquelles espèces arrivent quelquefois avec surprise pour nous parce qu'on ne les connaissait pas, mais celles qu'on connaît bien n'étaient pas là non plus avant. Les chênes, ils n'étaient pas là il y a 10 000 ans. Hein. C'est récent. Hein. Ils sont arrivés du sud de la péninsule ibérique, du sud de l'Italie et encore même. Et voilà, et tout ça est remonté, c'était la fin de la dernière glaciation. Ça n'a pas arrêté de bouger tout le temps. Alors on valorise quelque chose, on dit ça, c'était là, c'est dans les listes, hein, c'est comme les plans de gestion, ça aussi c'est des trucs à jeter. Les listes des plantes autorisées, vous les jetez à la poubelle aussi. C'est insupportable, c'est faux, c'est juste faux. Ça veut dire qu'on n'a pas compris du tout le mécanisme de l'évolution, on n'accepte pas ce qui arrive. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous vous rendez compte ? Si on n'accepte pas ce qui arrive, vous voyez dans quelle situation on est aujourd'hui, où tout est en migration, c'est pas possible, c'est pas possible. Là, vous vous mettez en guerre avec vous-même. Hein. Et c'est ce qui se passe. On vous dit qu'il faut tuer ces espèces parce qu'elles sont invasives. C'est un mot qu'on ne devrait pas employer. À peine envahissante et encore. Oui, on est envahi par les chênes. On est envahi par le chien-dent. On est envahi par les ronces, qui ont toujours été là. Mais non, elles n'ont jamais été là. Elles viennent d'arriver, elles aussi. Qu'on arrête avec ces bêtises. Ça veut dire, si on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a pas compris le mécanisme de l'évolution. Donc, je dirais que pour le jardin, ou même le paysage dans son ensemble, on doit être capable d'accepter et d'interpréter l'arrivée des nouveaux avec ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, intervenir quand il le faut, parce que dans un espace qui est petit, c'est le cas d'un jardin, petit, on peut enlever quand même une renouée qui nous embête, ça c'est vrai que ça peut prendre un peu trop de place. Le jour où on aura trouvé quelque chose qui, je ne sais pas, des moutons qui bénéficient des feuilles de renouée, je crois que ça existe déjà, on n'en parlera plus. Hein. Bon bref, on peut effectivement dire on intervient, mais on peut aussi réinterpréter cette dynamique et faire avec. Et au bout d'un moment, de toute façon, quand quelque chose arrive comme ça, qui nous surprend beaucoup, vous voyez la pyrale, elle arrive, elle détruit le buis, il n'y a plus de buis. C'est fâcheux, surtout dans les jardins classiques, là où vous imaginez le travail, mais c'est fini. Elle a mangé toute sa nourriture, hein. Et puis, il y a maintenant les mésanges qui s'intéressent et qui finissent. Bon, ça s'appelle la réponse du milieu qui est allée très rapide avec la pyrale. Quelquefois, ce n'est pas si rapide que ça. Et ça aboutit à ce qu'on appelle des écosystèmes émergents.
La notion d'écosystème émergent, qui est un équilibre, hein, donc forcément instable, elle est très importante. Ça peut bouger comme ci, comme ça. Moi, quand j'étais étudiant, on apprenait des tas de choses sur j'ai oublié les noms parce que maintenant, ça s'est rééquilibré, mais en Méditerranée, la colerpa, ça c'était il y a plus récent, hein, qui était dite l'algue tueuse, elle n'existe plus. Elle s'est rétrécie, son espace est minuscule aujourd'hui, elle existe quand même. Mais enfin, elle n'est plus du tout envahissante parce que les autres plantes et les autres animaux autour, c'est là la réponse du milieu, ont équilibré. Bon, cela dit, il y a plusieurs nouvelles colerpas qui se sont installées parce que l'eau a chauffé, c'est le changement climatique qui a fait venir des tropicales. Donc il faut accepter ces changements, d'autant plus qu'on est en situation de changement climatique. Si on vénère les soi-disant indigènes qui sont là depuis toujours, comme ça, on les sacralise, en leur obligeant à rester alors qu'elles ne veulent plus vivre là parce que le climat ne leur convient pas, et qu'on tue les espèces qui arrivent parce qu'elles sont heureuses de vivre là, et qu'est-ce qui va rester ? C'est une question cruciale. Voilà, je sais que c'est très dérangeant, parce que ça vraiment, moi je me mets à dos beaucoup de gens, mais je prends le risque, parce que je pense qu'il vaut mieux privilégier la vie qu'un modèle culturel. Merci beaucoup pour cette perche finale là, sur la question des grands changements à venir dans notre environnement végétal. J'avais quand même une question par rapport au fait que préserver le patrimoine végétal local, ne veut pas dire exterminer les nouvelles venues. Elles peuvent cohabiter. Exactement. Et que finalement, vous avez dit, on accélère beaucoup les choses et on remarque que dans le processus d'approvisionnement végétal, on nous propose toujours les mêmes plantes et qu'on a du coup quand même des paysages qui se mettent à se ressembler un peu partout du fait qu'on accélère la mise en place d'un vocabulaire végétal assez limité. Voilà. Oui, alors ça c'est la question de l'arasement culturel qui va avec c'est pas l'exploitation industrielle de tous les produits. Il faut qu'ils se copient. Tout le monde est habillé pareil aujourd'hui, hein. Tous les mêmes jeans. Enfin pas tout à fait parce que je vois qu'il y a pas mal de couleurs, mais en gros, même dans le monde entier, il y a vraiment énormément on ne sait pas, par exemple, je prends une photo de vous tous, ça pourrait se trouver aux États-Unis, en Australie, mais même en Inde, hein, partout. On est tous habillés. Ouais. Ça, c'est l'arasement culturel. Mais on peut, cet arasement, le retrouver avec plein d'autres choses, avec le mobilier et avec une série végétale qui est répétée comme ça, parce que ça fait plaisir, parce qu'on dit que les tuyas sont arrivés de cette façon, les buis aussi, mais on n'est pas du tout obligé de se laisser faire par ça. Et on peut dire, moi, je continue à me laisser pousser les cheveux, je veux une robe, je sais pas quoi, je devrais m'habiller autrement comme j'ai envie, en tout cas, ou comme ça me plaît, parce que dans ma culture, c'est comme... Vous voyez, non, on s'aligne. Moi, je serais pour une interprétation locale de chaque chose, parce que chaque lieu est complètement différent. J'ai aucune... volonté de défendre quelque chose qui serait nationaliste, entre guillemets. Ça, pas du tout. Le jardin planétaire, c'est le contraire de l'arasement, c'est le déploiement de la diversité. La mondialisation, c'est le contraire, c'est l'arasement. Et la nationalisation, c'est un blocage culturel. Ça ne veut rien dire, puisque ça, on est dans les frontières, là, qui n'existent pas. Les oiseaux et le vent, ça passe à travers tout ça. Donc, vous voyez la complexité. Mais nous pouvons travailler avec la possibilité d'exprimer cette diversité là, partout. Parce que, en plus, en France, qui est un pays
Mais là, quand je suis venu, j'y pensais encore. Je dis, mais non, mais ça, j'ai encore jamais vu. Pourtant, j'étais venu il n'y a pas longtemps, dans cette région ici. Tout est tellement différent. J'arrive de la Creuse, on pourrait dire ça ressemble. Mais non, c'est extrêmement varié. Vraiment très, très varié. Vous allez, mais tout, partout, quoi. En fait, plutôt que de faire le tour du monde, on pourrait quelquefois se dire, je vais aller voir les différents paysages en France. Mais c'est incroyable. Donc, on ne peut pas appliquer la même recette paysagère, horticole et technique à tous les paysages, alors qu'ils sont tous différents. Ça, je suis bien d'accord. Je me suis battu contre la liste des arbres à aligner. À Paris, quand on a fait le parc André Citroën, on m'avait mis ça entre les mains. Je me dis, mais ça veut dire quoi? Un arbre d'alignement. Il y avait une liste pour ça, hein, et on pouvait aligner que ceux-là. Je me dis, mais on peut aligner ce qu'on veut. C'est pourquoi c'est ceux-là. En plus, c'est les plus dramatiques. C'est les Aesculus, les marronniers, par exemple, hein, qui vont aller trop pousser à droite, à gauche, et qu'il faut couper, tailler, les massacrer, parce que justement, ils vont causer des dégâts. Non, c'est bon. Pas d'arasement, je suis d'accord. Pas d'uniformisation. Bonsoir. Pourriez-vous revenir sur la notion d'espace d'indécision? C'est comme ça que vous l'avez appelé tout à l'heure. Je n'ai pas tout saisi, donc j'aimerais bien quelques compléments, s'il vous plaît. Alors, la décision, lorsqu'elle est prise en amont et trop en amont, la plupart du temps pour un lieu de vie où tout s'invente, change. Elle peut avoir des qualités, mais elle est souvent pas bonne. Donc, c'est plutôt la décision de dernière minute, ce qui fait que tout le temps qu'il y a entre le moment où on commence à travailler et celui où on intervient est un espace d'indécision. Et on l'avait expérimenté avec des étudiants. Voilà. Et on se met quand même en accord ensemble sur la nature de la décision qui est celle de la dernière minute. La décision prise trop tôt, elle est la vision technocratique du monde. Et ça, on ne maîtrise pas du tout, ça. Oui, bonsoir, merci pour votre intervention. Je voudrais aussi dire qu'on a, en particulier pour les végétaux arbres, des temps de vie qui sont très différents entre les humains et les arbres. Et il faut faire aussi confiance à la nature telle qu'elle est, sans aller chercher des arbres extérieurs de d'autres pays, pour s'adapter au changement climatique. On a l'exemple de la sapinière de Sainte-Croix, qui est une sapinière de basse altitude, qui n'est normalement pas le lieu du sapin pectiné. Et pourtant, c'est une sapinière qui est très active, où il y a beaucoup d'arbres qui poussent, qui se renouvellent, bien que les houppiers soient un peu fragiles, parce que sécheresse, la chaleur, mais on a cette possibilité localement d'un renouvellement, sauf que probablement ça ne va pas assez vite. Voilà, donc c'était une question aussi. Non, mais c'est vrai que vous avez raison, la question de la rapidité du changement climatique, elle a quelque chose de très inquiétant, qui peut-être permet plus facilement à des espèces à cycle court de fonctionner que des espèces à cycle très long. Et il y a des arbres qui souffrent, on voit énormément de cadavres. Hein. Ça vient des 4 années de sécheresse, mais de toutes sortes d'autres aléas, parce que les chocs thermiques chaud-froid, par exemple, enfin, vous avez vu le coup de gel là, qui est arrivé, qui a fait un dégât énorme à tout niveau. On ne sait pas du tout où on va de ce point de vue-là. Mais en effet, on n'est pas du tout non plus obligé de se dire c'est des espèces qui viennent de loin qui vont régler la situation. Ça, on n'en sait rien, parce que vous avez certaines parmi elles qui vont régler peut-être un peu, mais vous avez aussi celles qui peuvent changer et qui sont toujours là. Et parce qu'elles peuvent évoluer, ça c'est le transformisme, typiquement le transformisme lamarckien, puis il y a celles qui ne résistent pas du tout, et là c'est darwinien, et elles s'en vont. Soit elles migrent, elles repoussent ailleurs, soit elles disparaissent. Oui, j'avais une question sur ce qui m'arrive dans le jardin avec les taupes, que je chéris les taupes parce que je ne pense pas qu'ils me font beaucoup de mal, mais ils ont d'autres collègues qui habitent dans leur galerie, là, les rats-aux-pieds, et là, je me trouve face à un animal où j'ai quand même envie de sévir.
Alors j'ai acheté des pièges, pas de poison, et bien malheureusement j'ai attrapé plus de taupes que de rats aux pieds, mais bon, il y a un repli, mais est-ce que vous avez une solution pour ce qu'on peut appeler des indésirables, comme aussi des plantes? Un jour, je laissais grainer parce que je pensais que c'était bon du panais sauvage, et ben je m'en veux, ça fait 5 ans que je chasse ce panais sauvage, et avec une combinaison d'astronaute, parce que c'est... Je ne le savais pas, je pensais que c'était alimentaire, et puis je me suis trouvé enfoncer une écharpe profondément dans le pied, et je m'en débarrasse que difficilement. Donc il y a des choses quand même, que le bon sens aurait voulu que je sois averti, qui me dit, attention, si tu as beaucoup de taupes, beaucoup de paillis, tu auras aussi beaucoup de rats aux pieds, donc attention aux légumes. Et comment trouver le bon équilibre, et comment chasser sans être... ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. Ce n'est pas du tout quelque chose de simple. Et c'est en permanence, on est en activité là-dessus. Mais alors, la taupe, elle est vraiment carnivore. Hein. Elle ne fait pas du tout de dégâts sur les plantes. Elle est juste gênante pour les semis, quand elle bouge trop la terre. Mais ça va. Le rat au pied, lui, oui. Par contre, lui, il mange un peu tout et il est très agaçant. Mais si vous avez, je l'appelle goupillon, moi, le renard. Vous avez le renard? Ah ben alors! Ah oui, mais et des poules qui jouent un rôle très important. Mais non, mais c'est vrai, et notamment pour le frelon asiatique, les jeunes poules surtout. Le frelon, il a un vol stationnaire devant la ruche et les jeunes poules l'attrapent. Enfin bon, il y a aussi des plantes carnivores hein, qui attirent les frelons asiatiques seulement, hein, les Sarracenia. C'est un peu spécial, hein, ça. Donc il y a des choses qui se passent et qui sont très intéressantes, très utiles, comme ça, entre les plantes et les animaux. Mais plus on a de diversité, moins on a d'ennuis. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un élevage de renards systématiquement, bien sûr, mais il ne faut pas les empêcher d'intervenir. Alors, les chats font aussi... ça, si vous avez un chat, a priori, vous n'avez plus rien. Il n'y a plus de taupe, il n'y a plus rien. Et ça, c'est un vrai problème, parce que moi, j'aime beaucoup l'animal en tant que... Je sais pas, comme... il est bien dessiné, quoi, mais il est doux, il a plein de... Enfin, bref. Mais il ne peut pas s'empêcher de tuer tout. Lui, il n'y a rien à faire. Donc, je ne sais pas... là, pour le coup, à votre question, je n'ai pas de réponse. Hein, si ce n'est vous dire, plus il y a de diversité, notamment animale, dans le rôle des prédations, mieux c'est. Ah mais oui. Ah ben ça, alors là, oui, mais ça c'est une bonne idée. Les martres aussi, mais c'est plus difficile. Oui. Oui. Ben, oui, bien sûr, Melette, oui, mais oui, c'est une très bonne idée, oui. Comment faire revenir toute cette diversité, oui. Moi, je veux simplement dire qu'il faudrait une chouette effraie. Moi, j'en ai une dans ma grange et j'ai pas de rat au pied grâce à la chouette effraie. La chouette effraie est très, très étonnante. J'ai une aventure personnelle. Je vous raconte brièvement. Bon, j'arrive un jour chez quelqu'un avec qui je travaillais pour une thèse et je rentre dans la propriété. Il y avait un chien, c'était une chienne, Gaïa. Bon, je ne la connaissais pas, hein, je la caresse et tout. Puis on rentre dans la maison et là, la femme de Thierry Paco avec qui je travaillais dit « Je ne comprends pas, Gaïa n'a rien dit. D'habitude, elle aboie, je ne sais pas quoi. » Et quelqu'un pour qui on travaillait, là, qui faisait la thèse, dit « Ça, c'est la voix. » Tiens, bon. Oui, c'est la voix, parce que la voix, ils ont déliré sur la voix. Et quelques mois plus tard, Françoise Crémel, qui était donc la personne qui avait dit ça, fait une intervention dans une grange où il couche tout le monde par terre et moi, je dois lire quelque chose. Alors, c'était le soir après le dîner, hein, il n'y avait pas de lumière. Une vieille grange et tout. Sur la paille, comme ça. Et je commence à lire avec une petite frontale. Au bout d'une minute, hein, on entend... Je dis, putain, ils se sont tous endormis, c'est raté notre truc, ça va pas du tout.
les frais, qui étaient là-haut. Hein. Il a dit arrêtez vos conneries, là c'est chez moi, ici, etc. Ça a fait tellement rire que tout le monde est venu l'embêter, la pauvre, pour l'enregistrer tous les soirs. Elle joue un rôle. Hein. Alors je ne sais pas quel est son rôle mais vous avez raison, elles sont carnivores, elles y vont. Hein. Elle n'est pas la seule, je ne pense pas que ce soit seulement les frais. Oui, bonjour. Merci. Je voulais vous remercier surtout d'aborder les sujets qui fâchent. Parce que je pense que quand on s'occupe de jardin, quand on est dans ces pratiques, c'est parfois le plus difficile. Et je crois que ce qui est le plus difficile à changer dans un jardin, pour m'occuper d'un jardin public, d'un jardin de préfecture notamment, je dis souvent que j'ai eu plus de mal à changer les mentalités des préfets qu'à changer la pratique au jardin. J'ai des résultats aujourd'hui qui me confortent dans cette action, mais je peux féliciter le maire aussi à côté de moi, puisque c'est la ville de Foix, pour les pratiques éco-responsables engagées dans la ville. Et de cette manière-là aussi, je ne pensais pas un jour proposer en dehors de mon travail des sorties botaniques urbaines. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est possible en ne pratiquant plus les désherbages en ville, en ayant des pratiques éco-responsables. Et ça, s'il y a bien une notion, je pense qu'il faut prendre en compte, et je vous en remercie beaucoup, c'est ces pratiques-là, et surtout les mentalités qui, avant tout, doivent changer pour qu'on arrive à avancer. Merci, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que, évidemment, tout vient aussi beaucoup de la régie du maire. Donc, des gens qui ont la responsabilité sur la ville. Dans certaines villes, ça a commencé il y a longtemps, mais ça a été avec des difficultés, hein, à Paris, à Nantes, à Grenoble, mais rapidement, au bout d'un moment, et ça vient de quelque chose de très précieux qui est la médiation, ça a été non seulement accepté, mais appelé, désiré, parce qu'on a expliqué. Et ça vient beaucoup du service technique des espaces verts des villes, dans lequel il y a des gens qui sont des savants, des jardiniers, qui savent expliquer à ceux qui sont les passants et qui peuvent râler éventuellement, puis on leur dit comme voilà comment ça se passe. Et alors là, ils comprennent et c'est fini. Quand ils ont compris, c'est fini. Tout va bien. Oui, bonsoir. On parle beaucoup des électrosensibles et j'aurais voulu savoir s'il y a vraiment des données précises sur l'influence sur les plantes de toute la charge des ondes électromagnétiques qu'on reçoit de plus en plus. J'avoue que là, j'ai pas assez de retours là-dessus. Je pense pas d'ailleurs qu'on en ait beaucoup. J'en ai pas lu récemment. Et il est certain qu'elles sont réceptives, les plantes, et les animaux aussi. Il y a les infrasons aussi, on ne connaît pas bien, puisque les éoliennes, vous savez, au moment où la pale passe devant le pilier, il y a un infrason. Et ça joue beaucoup là sur les animaux, on arrive à savoir, même les humains, c'est pas bon pour la santé. Mais les plantes, on n'a pas fait vraiment d'analyse là-dessus. On a plus de facilité à analyser à partir des émissions de toxines, de choses qui sont chimiques ou électriques. Mais sur le reste, j'avoue que moi, je n'ai pas de retour, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Mais c'est vrai, je pense que ça existe, hein. Mais j'en sais pas plus. Vous bronzez. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, allez, une dernière. Oui, quelle est votre position par rapport au changement climatique? Est-ce que c'est lié à l'activité humaine ou pas? Non, les changements climatiques ont toujours existé. Normalement, nous nous acheminons vers une glaciation. Ça, c'est le rythme des précessions solaires nous amène à penser que nous allons dans cette direction-là. Seulement, il se trouve que c'est pas exactement comme ça que ça se traduit dans un cycle beaucoup plus court. Les précessions solaires, c'est des milliers d'années. Bon. Et on voit qu'il y a des changements des changements qui
qui sont liés, les changements, oui, le mot est plus adapté que réchauffement, mais c'est lié au réchauffement. Et les banquises on sait bien, on le constate. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui peut être partiellement dû à l'activité humaine. Les hommes ne sont pas là depuis très longtemps sur la planète, mais ils agissent d'une façon très particulière, se sont multipliés énormément. C'est un des êtres vivants qui n'arrive pas à réguler sa population du tout, qui va en expansion, qui est même catastrophée quand par hasard il y a une régression de la population. Vous savez que c'est en ce moment un petit peu ce dont on parle. Et ça inquiète les économistes, hein, c'est tout. Parce qu'en réalité, c'est pas inquiétant pour le reste. Donc ils sont partout, les humains, et ils ont mis en place, par des technologies très, très poussées et fantastiques, des choses dont ils ne mesurent pas du tout les conséquences. Donc il y a vraisemblablement dans le réchauffement, le mécanisme du réchauffement planétaire actuel, quelque chose qui est largement dû de la part humaine. Je ne dis pas que c'est la totalité, mais ça me semble être vraisemblable. Enfin, il y a plusieurs écoles, je sais, mais quand on voit ce que signifie, je ne sais pas, la quantité de CO2 qu'on émet et celle qui est beaucoup moins capturée parce qu'on a brûlé des forêts, parce que les océans ne sont plus dans la compétence qu'ils avaient de la capture du CO2, etc. Forcément qu'on s'achemine vers ça. Alors ça, c'est dû à l'activité humaine. S'il vous plaît, le Tchernobyl et les végétaux, est-ce qu'il y a eu des modifications importantes sur les végétaux dues aux radiations de Tchernobyl? Oui, et les animaux aussi, hein. Les animaux, beaucoup, hein. Et alors, moi, j'aimerais bien faire le recensement et aller mieux dans la connaissance de ça, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que c'était des réponses du milieu, vivant, animal, végétal, à quelque chose qui était un choc qui... plus facilement tue les humains. Hein. Mais il se peut d'ailleurs que les humains aussi réagissent à ça. Nous ne savons pas parce qu'il faut plusieurs générations pour comprendre. Mais je crois que c'est avec les lapins à Tchernobyl qu'ils ont vu des tas de transformations profondes. Hein, oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même des espèces qui survivent et qui même se redéveloppent alors qu'elles ont été profondément choquées et elles se sont transformées. C'est pas quelque chose d'exclu. Ça n'empêche pas que au passage, ça tue des espèces. Hein. Et je pense que les humains sont très fragiles hein, là-dessus. On n'a pas envie que ça recommence. On est donc les architectes qui ont fait ce projet. Pour rebondir sur ce que nous a dit Gilles Clément, il parle de jardin en mouvement et peut-être on peut parler aussi de patrimoine en mouvement, parce que ici c'est vraiment le cas d'un patrimoine en mouvement, à savoir que y a un donjon, une motte castrale, des choses qui sont effectivement chargées d'histoire, mais d'une histoire qui a bougé, parce que c'est une motte castrale, c'est défensif, puis ça devient une résidence des évêques, donc ça c'est au XVIIe. Donc on parle du Moyen-Âge, ensuite ça devient quelque chose d'autre, et puis ça devient, quand les évêques disparaissent, ça devient quelque chose de très domestique, ça devient une ferme, si je me souviens bien, cet endroit. Et puis aujourd'hui, ça devient un lieu culturel. Voilà. Donc ça, c'est un patrimoine en mouvement qui répond au jardin en mouvement. Et puis je vais laisser la parole peut-être. J'ai rien d'extraordinaire à rajouter, si ce n'est la petite remarque sur le bâti qui restait figé. Je pense qu'ici on est dans un contexte de bâti qui évolue assez rapidement du fait des matériaux, et c'est aussi quelque chose d'intéressant en architecture. Ça peut être une autre approche dans certains contextes, justement d'être relativement doux et des matériaux qui vont évoluer relativement vite. Je dis bien relativement. Oui, non, mais c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup ici. Non, mais vous avez raison, on ne peut pas dire que l'architecture soit sans arrêt figée. Mais je viens d'écrire un petit livre qui s'appelle Notre-Dame des plantes. Hein. C'est suite à l'incendie de Notre-Dame.
Et le fait de vouloir la reconstruire exactement avec le chapeau pointu de Viollet-le-Duc, d'accord, mais enfin bon, c'est pas très inventif alors qu'elle a toujours changé. Vous auriez dû vous faire le concours. Hein. Parce que là, non mais c'est vrai, ça aurait été super. Parce qu'on aurait vu un changement. Pardon, ce sont des matériaux qui évoluent assez dignement finalement. Et c'était ce choix de matériaux primitifs, simples, le métal, le bois, voilà, la pierre, pour qu'effectivement cet espace bouge et cet espace qui, comment dire, l'hiver est abandonné par les humains puisque c'est un théâtre d'été, avec donc cette idée qu'on avait dès le départ comment dire, de privilégier le site. Lorsqu'il était désert, de laisser la part belle au paysage et de pouvoir s'y promener alors que le lieu était vide de sens artistique en l'occurrence. Merci Gilles Clément. Je vais donner la parole à Marie Vidal, notre responsable de cinéma, qui va vous parler du cycle ciné-architecture. Donc juste un petit mot pour vous dire que dans ce projet qui inclut des conférences sur des thèmes comme l'architecture, l'environnement, etc., il y avait une articulation avec le cinéma. Je dis « il y avait », puisque aujourd'hui, en l'occurrence, nous ne pouvons pas assurer la séance de cinéma en plein air que nous avions prévue pour des raisons de couvre-feu. Ça nous ferait rentrer chez nous tous trop tard. On a pu maintenir le premier rendez-vous qui avait été fait au Carlabail, et c'était juste avant le premier confinement. Là, on est déconfiné, mais voilà, ce sera pour le prochain rendez-vous. Donc, on aurait dû découvrir le film « Nul homme n'est une île », normalement, ce soir. Nous avons donc trouvé une solution de secours, entre guillemets, pour ceux qui ont envie de continuer cette expérience de conférence avec un film. C'est via un site partenaire qui s'appelle La Toile. Et nous avons choisi un film qui s'appelle Les Merveilles. C'est un film d'Alice Rochevacher. Je ne sais pas si c'est une cinéaste qui parle pour vous. Elle est italienne. Elle a fait un film fabuleux il y a 3 ans, qui est au Festival de Cannes, qui s'appelle Heureux comme Lazzaro, qui est un film magnifique sur justement l'homme, la nature, l'homme et la ville. Voilà, juste dire un petit mot aussi sur le fait alors, toutes les informations techniques pour accéder à La Toile, allez sur le site de l'Esti, vous allez dans Cinéma, et là, tout est indiqué. Il faut aller sur le site de La Toile, faire un peu des petites manipulations comme on a l'habitude de faire maintenant. Le film est disponible dès que vous rentrez chez vous, là, jusqu'à nouvel ordre. Voilà, dire un petit mot aussi, le lien entre cinéma et architecture. C'est vrai, quand on y a pensé au départ, le cinéma, c'est un art qui est né dans la ville, qui est né fin du 19e, qui avait un rapport très étroit avec la ville. C'est les premières choses qu'il a filmées. Les films qu'on retrouve et qui incluent la nature dans le cinéma, ils viennent beaucoup plus tard. Moi, je pense à un film qui s'appelle L'Exode, un documentaire, qui est un film qui a été fait par les réalisateurs à cette époque-là, il n'était pas encore, mais ils allaient le devenir, ils allaient réaliser King Kong. Et ils avaient filmé une magnifique exode en Iran d'un peuple autochtone. Et ils avaient commencé à filmer la montagne, les fleurs, les animaux. Et ça a été petit à petit que le cinéma s'en est vraiment emparé de cette question de la nature. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les enjeux qui sont les nôtres dans cette période, le cinéma s'en empare d'autant plus. Que ce soit au niveau du paysage, au niveau de la préservation de l'environnement et aussi au niveau des questions des enjeux climatiques. Voilà, donc moi j'espère qu'on se retrouvera pour un nouveau rendez-vous, incessamment sous peu.